La consommation mondiale de céréales est aujourd'hui proche de 1,8 milliard de tonnes. Elle augmente d'environ 30 millions de tonnes chaque année depuis le début des années 2000, en raison des besoins croissants de l'alimentation animale et des débouchés industriels. Mais pour la première fois depuis près de 20 ans, elle s'annonce en repli pour 2012. Bien sûr, la crise économique est en partie responsable, mais ce n'est pas la principale raison. Il faut se rendre à l'évidence, depuis plusieurs années, la production peine à suivre l'évolution de la consommation. Conséquence, le ratio stock sur consommation, calculé en divisant les stocks de fin de campagne par la consommation de céréales, montre une chute pour la troisième année consécutive. Ce ratio était proche de 30%, c'est-à-dire environ 100 jours en moyenne entre 2001 et 2005, mais de seulement 20%, c'est-à-dire 80 jours en 2010 et 2011. Et il devrait encore largement diminuer en 2012. En effet, malgré un ajustement de la consommation, la production mondiale 2012 est loin des prévisions annoncées au printemps. En maïs, la prévision est ainsi passée de 950 millions de tonnes à 840 millions de tonnes entre juin 2012 et septembre 2012. Rien qu'aux États-Unis, dans cette même période, le ministère de l'Agriculture américain, l'USDA, a révisé la production de maïs de plus de 100 millions de tonnes suite à la sévère sécheresse qui a touché une grande partie du pays. Cet ajustement des prévisions américaines correspond à plus de 1,5 fois la production européenne de maïs. En blé, la production a été également révisée à la baisse. Cette baisse a concerné surtout les producteurs de la mer Noire. La Russie, et notamment la région sud, a elle aussi subi un manque d'eau et des températures élevées. Estimée à 53 millions de tonnes en juin, la production de blé est inférieure à 40 millions de tonnes. Elle sera donc plus faible que celle enregistrée en 2010, année également de grave sécheresse, où le gouvernement russe avait décidé la mise en place d'un embargo sur les exportations de céréales russes, afin de maîtriser la hausse du prix des matières premières sur son marché intérieur. Conjoncturelle, cette situation n'est toutefois pas de nature à remettre en cause les tendances à moyen terme. La consommation mondiale va bien continuer de progresser dans les années à venir. La demande en maïs continuera de progresser sous l'effet de la demande en alimentation animale et des usages industriels, tandis que l'augmentation de la demande en blé suivra l'évolution de la population mondiale, c'est-à-dire environ 1% par an. Les pays déjà déficitaires en céréales aujourd'hui le seront encore plus demain. Alors qui sont-ils ? Aujourd'hui, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient représentent environ 30% des importations mondiales de blé. L'Égypte est le premier importateur. Elle achète chaque année 7 à 9 millions de tonnes de blé. Les pays du Maghreb, quant à eux, en achètent entre 9 et 12 millions de tonnes. Le Brésil est lui aussi un acteur majeur du marché. Ce grand pays, producteur de maïs et de soja, ne produit que 5 millions de tonnes de blé et doit en apporter 5 à 8 millions de tonnes. En Asie, si des pays comme le Japon et la Corée sont largement déficitaires, la Chine reste proche de l'autosuffisance. L'Inde, exportateur structurel jusqu'au milieu des années 2000, est aujourd'hui autosuffisante, sauf année exceptionnelle comme cette année, où elle bénéficie d'un disponible exportable de 4 millions de tonnes. Ces pays déficitaires en blé le seront encore plus demain. À l'horizon 2020, le Brésil et l'Égypte demeureront les premiers acheteurs. L'Afrique et le Moyen-Orient seront responsables de plus de 50% de la hausse des échanges en blé. Il est plus difficile par contre de savoir quelles seront les capacités de l'Inde et de la Chine à préserver leur autosuffisance. Côté fournisseurs, les 5 exportateurs traditionnels que sont les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, l'Australie et l'Argentine détiennent environ 70% des parts de marché. Mais celles-ci diminuent au profit des pays de la mer Noire que sont l'Ukraine, le Kazakhstan et surtout la Russie. Mais attention, la production des pays de la mer Noire est soumise à de forts aléas climatiques. Lorsque leur production est faible comme en 2010-2012, leur disponible exportable est faible également. Les courbes de ce graphique nous montrent bien l'impact de la production mer Noire sur la distribution des parts de marché. Ainsi, lorsque leur production est faible, comme en 2010 et 2012, les exportateurs traditionnels regagnent des parts de marché. A l'inverse, en cas de bonne production, le disponible exportable mer Noire est élevé et impacte les acteurs traditionnels, mais aussi les prix mondiaux comme en 2009. Des pays de la mer Noire, la Russie est le concurrent le plus sérieux. Depuis 2008, elle se hisse régulièrement dans le top 5 des exportateurs, voire dans le top 3 comme en 2011. A contrario, l'Argentine perd régulièrement des parts de marché.
Les surfaces de blé tendent à diminuer au profit notamment du soja et de l'orge, cultures plus rémunératrices et moins risquées politiquement. En 2012, les productions mer Noire et argentine ne laisseront pas un disponible exportable important. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Europe, la France en tête, devraient réaliser une bonne campagne de commercialisation. Dans les années à venir, il est clair que les échanges de blé vont continuer de progresser. Ces derniers ont largement augmenté depuis le milieu des années 2000, passant de 110 à 141 millions de tonnes, soit environ 20% de la production mondiale. À ce titre, la France a un rôle important à jouer. Plus robuste que ses concurrents, la France produit chaque année quelques 37,5 millions de tonnes de blé, dont 2,2 millions de tonnes de blé dur, et exporte environ 50% de sa production. Le contexte pédoclimatique favorable à la production participe au rendement très supérieur à la moyenne mondiale, qui est d'environ 3 tonnes hectares. Les rendements français sont aussi beaucoup plus stables que dans d'autres pays et assurent tous les ans un volume exportable régulier et conséquent. A l'inverse, les variations de disponibles exportables des pays de la mer Noire sont de vraies faiblesses actuellement sur le marché. En Russie, le blé est cultivé sur 24 millions d'hectares. Les aléas climatiques entraînent une variabilité de plus ou moins 25 millions de tonnes de la production. Ainsi, en 2008, la Russie a produit 64 millions de tonnes, mais moins de 40 millions de tonnes cette année. En Australie ou bien au Kazakhstan, la production peut varier du simple au double, à surface à peu près constante. Par exemple, le Kazakhstan a produit près de 23 millions de tonnes de blé en 2011, mais la production en 2012 devrait être inférieure à 11 millions de tonnes. En maïs, l'augmentation de la consommation mondiale dans les 10 prochaines années concernera surtout les pays asiatiques pour l'alimentation animale et les États-Unis pour les biocarburants. Or, les capacités du second à satisfaire sa demande intérieure tout en maintenant un solde exportable et des stocks stratégiques suffisants font douter. En effet, les usages industriels sont désormais le premier débouché du maïs américain. L'utilisation de maïs en alimentation animale est en recul, car les fabricants disposent notamment des drèches liées à la production d'éthanol. Malgré une augmentation conséquente de la production, la volonté des États-Unis de développer la production d'éthanol s'est faite au détriment de l'export. 2012 accentue ces conclusions. La production de maïs est inférieure aux attentes du printemps, et malgré un rationnement de la demande intérieure, les exportations ne devraient pas excéder 30 millions de tonnes. Alors même si le pays garde le leadership sur le marché, son influence diminue. Notez également la disparition de la Chine parmi les exportateurs. Elle doit en effet faire face aujourd'hui à une explosion de ses besoins et est importatrice nette, alors qu'elle était deuxième exportatrice mondiale au début des années 2000. La diminution des parts de marché des États-Unis et la disparition de la Chine offrent des opportunités à d'autres acteurs. Aux côtés des États-Unis, l'Argentine puis le Brésil ont su renforcer leur part à l'exportation. Mais aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui apparaît comme un nouvel outsider. Peu présente au début des années 2000, elle a exporté 14 millions de tonnes en 2011 et devrait en exporter 12 ou 13 cette année. La production ukrainienne a été multipliée par 2 en quelques années, passant de 10,5 millions de tonnes en 2009 à 23 millions de tonnes en 2011 et vraisemblablement 20 millions de tonnes en 2012. Cette augmentation de production s'est faite par une progression des rendements et par l'augmentation des surfaces. Celles-ci sont passées de 2 à 4,5 millions d'hectares entre 2009 et 2011. Après avoir chuté dans les années 90 en raison de la décapitalisation des cheptels, suite à l'effondrement du bloc soviétique, la consommation tend aujourd'hui à se stabiliser. En conséquence, chaque tonne produite en plus est disponible pour le marché. Ce développement du marché du maïs s'est fait au détriment du marché de l'orge. Ce graphique le montre bien. Habituée au rôle de leader sur le marché de l'orge, l'Ukraine est moins présente depuis 2 ans. A contrario, l'Argentine émerge comme nouvel acteur. Culture moins risquée politiquement et amenant une meilleure marge en double culture orge-soja que la double culture blé-soja, les surfaces sont en pleine expansion. La variété Scarlett, qui est présente en majorité et un climat favorable, permet à l'Argentine d'avoir un taux de sélection brassicole potentiel supérieur à 90%. Mais actuellement, le marché de l'orge fourragère est attractif et l'Argentine se positionne également sur ce marché. Côté prix, 2006 marque un changement pour les agriculteurs d'où qu'ils viennent.
Avant 2006, les stocks étaient suffisants pour jouer leur rôle de régulateur des prix et les matières premières agricoles intéressaient peu les marchés financiers. Comme le montre ce graphique, les prix étaient plutôt bas, peu variables et peu volatiles. Sur la période 2002-2005, la volatilité hebdomadaire était de 16% sur le marché Euronext. Après 2006, comme nous l'avons vu précédemment, la demande et les échanges ont augmenté plus vite que par le passé, sous le poids du développement des besoins des pays asiatiques, d'Afrique ou du Moyen-Orient, mais aussi des besoins des États-Unis pour le développement du bioéthanol. Les stocks se sont alors fragilisés, entraînant une augmentation des prix. Les financiers ont alors augmenté leur présence sur les marchés agricoles. Si leur présence n'explique pas les hausses ou les baisses, qui restent liées en grande partie aux fondamentaux, ces derniers amplifient les variations à la hausse ou à la baisse, mais surtout la volatilité. Ainsi, la volatilité hebdomadaire a doublé, passant de 16 à 29% sur la période 2006-2012. Comme nous l'avons vu, 2006 marque réellement le début d'une nouvelle période. Alors qu'auparavant les fondamentaux, c'est-à-dire la production, la consommation et les stocks, orientaient les prix, ce changement de contexte donne désormais un poids de plus en plus important à des facteurs externes. Ces facteurs sont multiples, mais on peut citer l'arrivée de nouveaux acteurs non agricoles sur les marchés, le taux de change et aussi les décisions politiques. Ces dernières peuvent avoir de multiples facettes. Il peut s'agir de mise en place de quotas d'exportation, de la fermeture des exportations, comme cela a été le cas dans les pays de la mer Noire en 2010, ou bien encore de taxes à l'exportation, comme c'est le cas en Argentine. Mais ce peut être aussi des mesures visant à augmenter la production. L'Inde en est un bon exemple. Les rendements sont en hausse continue grâce à des subventions de l'État pour acheter semences et engrais. Une amélioration de la trésorerie des exploitations des pays de la mer Noire a permis également une utilisation plus massive d'intrants. Conséquence, on observe un peu partout dans le monde une augmentation des prix des moyens de production, comme les engrais mais aussi du foncier. Les coûts de production sont en hausse et s'accompagnent d'une concurrence entre cultures dans l'assolement plus forte que par le passé. Ce phénomène est en train de bouleverser la hiérarchie des acteurs des marchés, quelles que soient les cultures. Les coûts de production augmentent un peu partout dans le monde, mais qu'en est-il en France ? Cette partie présente nos prévisions économiques concernant la récolte 2012 en abordant deux indicateurs majeurs, le coût de production du blé tendre et le revenu disponible des exploitations céréalières en France. Les résultats qui vont vous être présentés ici sont issus de l'observatoire Arvalis Unigrain à partir de données du CERFRANS. Cet échantillon comprend 14 départements, majoritairement situés au nord de la Loire et environ 4000 exploitations. Les données prévisionnelles 2012 montrent un rendement moyen de l'échantillon de 8,3 tonnes hectares, soit une hausse de 8 à 10% par rapport à 2011. Il place cette année 2012 légèrement en deçà de l'année record de 2009. On constate sur cette récolte un resserrement de la dispersion des rendements interdépartementaux liés à de bonnes récoltes dans les départements à plus faible potentiel et à des récoltes moyennes dans les départements à plus fort potentiel. Les charges hectares de blé tendre sont estimées à 1 600 €, soit une centaine d'euros de plus par rapport à 2011. C'est le plus haut niveau jamais enregistré dans notre observatoire. Les postes d'engrais et de carburant sont les postes qui augmentent le plus. Le poste engrais augmente de 18%, soit 35 € par hectare, tandis que le poste de carburant augmente de 36%, soit 22 € par hectare. Le poste phytosanitaire, quant à lui, augmente de 5%, soit 9 € de l'hectare, principalement lié à un effet volume sur les fongicides. Petite précision méthodologique, les chiffres présentés précédemment sont en réalité des charges complètes à l'hectare, c'est-à-dire que dans le calcul, nous rémunérons l'ensemble des facteurs de production. Même si le niveau de certains postes de charge a augmenté de manière plus ou moins importante, la part prise par chacun reste la même depuis plusieurs années. Dans le total des 1 600 € par hectare, les charges opérationnelles, engrais, phyto et semences, restent l'un des principaux postes, avec 30% des charges complètes. Elles sont elles-mêmes composées à 48% par les charges d'engrais. Les postes mécanisation et main-d'œuvre représentent à eux deux 47% des charges complètes. En divisant les charges par le rendement, nous obtenons le coût de production. Sur notre échantillon, le coût de production prévisionnel 2012 s'établit à 193 € la tonne, soit l'un des niveaux les plus élevés des 6 dernières années. Ce coût de production moyen masque, comme toujours, des disparités départementales. On constate 60 € la tonne de différence entre les valeurs extrêmes interdépartements.
Lorsque l'on retranche au coût de production les ZPAC ramenés à la tonne, nous obtenons le prix d'intérêt. Ce prix d'intérêt se définit comme le prix minimum à atteindre pour couvrir l'ensemble des charges complètes. En 2012, il atteindrait 155 € la tonne, soit un niveau identique à 2011. Il est directement comparable au prix payé producteur. Après cette analyse de l'évolution des coûts de production de la culture du blé tendre, nous allons aborder l'évolution prévisionnelle du revenu disponible par actif non salarié sur les exploitations spécialisées grandes cultures. Nos simulations ont été réalisées à partir des données comptables du RICA 2010, en faisant varier le niveau des charges, des prix de vente des cultures et les rendements pour simuler la situation 2012. Le critère revenu disponible désigne la trésorerie excédentaire qui permet au chef d'exploitation de se rémunérer, de payer ses impôts et d'autofinancer ses investissements. Là encore, 2006 apparaît comme une année charnière. Le graphique nous montre que le revenu disponible par actif non salarié était relativement stable. Ensuite, ce dernier est beaucoup plus variable avec un pic en 2007 et un niveau très faible en 2009. Selon nos hypothèses de travail, le revenu disponible 2012 devrait être proche de celui de 2010. Ce résultat reste cependant très dépendant des hypothèses de rendement pour les cultures à récolte tardive et des prix utilisés. Par exemple, une variation du prix de vente de plus ou moins 10% aura un impact sur le revenu disponible de plus ou moins 14 000 € par actif non salarié. À noter que même dans la conjoncture de prix 2012, les ZPAC représentent 70% du revenu disponible. Cette valeur est très variable selon les départements, la dépendance aux aides pouvant dépasser 100% dans certaines situations. Nous avons réalisé une première série de simulations pour 2013 en prenant en compte deux prix de vente différents et en basant nos simulations sur les rendements moyens quinquennaux et une augmentation des charges suivant le trend des dernières années. Dans la première situation, les résultats nous montrent un revenu disponible en retrait d'environ 30%. Il est lié à l'effet du rendement moyen et de la hausse des charges. Dans la situation B, une baisse de 20% des prix de vente ramène le revenu disponible des exploitants céréaliers à une situation inférieure à celle de 2009. Ces simulations montrent encore une fois l'extrême dépendance du revenu des exploitants céréaliers au prix de marché de leur production.